il y a de la confrontation, de l'opposition, de la controverse. Mais après, le problème, c'est que quand on en fait un système, hein, c'est-à-dire quand on réduit effectivement aux trois figures, c'est-à-dire où on est nécessairement dans la position de l'ennemi, dans la position de celui qui commande et dans la position de celui qui idéalise le privé. Eh bien, quelque part, on est sur une position qui évacue et vide le politique et on se retrouve effectivement sur des terres qui sont des terres disons, très, très à droite. Et je pense que c'est bon, et c'est d'ailleurs effectivement, il y a un moment, il rompt, et ce moment de rupture, en fait, c'est autour de 74, 75, hein, où il va effectivement jusqu'au bout de la pensée de Carl Schmitt, qu'il a effectivement contribué à faire renaître, et qui l'amène effectivement sur une position de rupture. Alors après, il faudrait rediscuter, remettre ça dans un ensemble plus global parce que c'est pas le seul dans l'université de Strasbourg qui, entre guillemets, pète les plombs, enfin pour moi, non mais quelque part, c'est-à-dire qui se retrouve, ou qui se retire. Il y a Gusdorf par exemple. Gusdorf c'est exactement pareil. Il s'exile au Québec. Il s'exile au Québec. Il y a d'autres figures d'universitaires qui ne supportent plus effectivement ce qui se passe et se réfugient sur une position de contempteur de la société et de régression, pour moi, mais après on discute, de régression totale. Et c'est ça, bon, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il a produit un texte tout à fait remarquable, que curieusement n'est pas du tout sorti dans le débat aujourd'hui autour de mai 68. C'est un texte qui a été publié en 69, qui s'appelle, dans une revue de sciences politiques belge, qui s'appelle Res Publica, qui est autour de la dénonciation du révolutionnarisme. Hein, c'est-à-dire, c'est le titre du texte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de penseurs de droite appellent la pensée 68, hein, où, bon, alors, effectivement, on peut critiquer, etc. Et lui se met, et c'est tout à fait intéressant, il définit sa position tout au long du mois de mai 68. Il dit, moi j'étais dans une position révolutionnaire. C'est moi le révolutionnaire, c'est moi qui pense effectivement à un ennemi, etc., en stratégie qui voit long terme, qui se permet à ce titre-là comment dire, faire la leçon aux étudiants en prenant position. Et il dit, bon, ben, tout au long de mai 68, d'ailleurs je ne connais pas, mais il y en a peut-être qui connaissent, mais on peut subodorer ceux avec qui il discutait très régulièrement et dont il se sentait très proche à cette époque. Je pense en particulier à son successeur à la tête de l'Institut de polémologie, pour parler bon, pour ne désigner personne, c'est-à-dire c'est Maffezoli. Et bon, là, il y a rupture, c'est-à-dire que s'il quitte, c'est que finalement, Maffezoli ne le suit pas. Il y a une rupture extrêmement dure, hein, qui explique en partie le retrait de Freund de l'université. C'est quelque chose de tout à fait qui peut paraître anecdotique, mais qui me semble extrêmement important. C'est-à-dire qu'il discute avec un petit groupe d'étudiants qui effectivement sont sur une posture révolutionnaire, des dénonciations, comment dire, bon, qui aurait pu être aussi la mienne ou la nôtre, c'est-à-dire effectivement on est sur une position révolutionnaire, on ne se fait pas d'illusions sur l'avenir du mouvement, c'est pas aujourd'hui la révolution, donc on monte des opérations tactiques pour renforcer la dynamique du mouvement, pour renforcer le rapport de force, pour précipiter, comment dire, ou faire avancer la crise du gouvernement gaulliste. Mais voilà, c'est derrière, finalement, ça donne quand même une critique très, oui, sous couvert de radicalisme, une critique très conservatrice de tout ce qui se passe et un aveuglement par rapport aux transformations profondes que traverse notre société au début des années 70. C'est-à-dire quelque part, bon, alors on a dit qu'il s'intéressait au réel, il décolle quelque part du réel pour se réfugier effectivement dans une utopie. Je sais pas, ça me paraît quand même être je trouve qu'à bien des égards, il est plus dans la réalité que bien d'autres gens. Prenons la situation actuelle, on évoquait le problème de la décadence de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui face à une illustration, à mon sens,
tout à fait intéressante de la crainte de Freund. Voilà, nous avons Trump qui a dénoncé l'accord avec l'Iran. Maintenant, à nous les Européens, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons choisir de définir, d'agir, ou est-ce que nous allons nous écraser, nous allons laisser faire, hein? Eh bien, je pense que Freund, il était sensible à ça. J'ai ici un texte d'une conversation, on parle justement du fait que l'Europe, quelqu'un lui dit, l'Europe n'est qu'un tigre de papier. Alors il répond, elle ne fait même pas semblant d'être un tigre. Depuis plus de 40 ans, elle s'en remet aux Américains pour ce qui est de sa protection. Elle a pris le pli de la vassalité, l'habitude d'une servitude confortable. C'est ce que dévoilent d'ailleurs les choix budgétaires de tous ces gouvernements, quelle qu'en soit la couleur. La portion congrue pour la défense, une part grandissante pour les dépenses sociales. Or, l'Europe ne peut se construire que sur un enjeu ultime, la question de la vie et de la mort. Le danger viendra, car l'Europe vieillissante, riche et apathique ne manquera pas d'attiser les convoitises. Alors viendra le moment de la décision, celui de la reconnaissance de l'ennemi. Ce sera le sursaut ou la mort. Voilà ce que je pense. M'exprimer de cette manière ne me vaut pas des amis. Il a écrit ça quand, en fait. Ben ça, c'est